Bienvenue au podcast Santé Sport. Le podcast où on discute avec des gens actifs, des professionnels de la santé et des intervenants du monde du sport. Notre invité pour cet épisode, il pratique le cheerleading depuis 2006 et il est entraîneur depuis 2007. Il a participé à maintes reprises aux championnats du monde de cheerleading, mieux connu sous le nom des Worlds, qui se déroulent à chaque année en Floride. Il est le copropriétaire et le cofondateur du club de cheerleading Fame, qui a son gym dans la ville de Québec. Veuillez accueillir Félix Gagnon. Félix, merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir d'être là. En tant qu'entraîneur de cheerleading, tu as eu la chance de participant, tu as eu la chance de faire à peu près quasiment toutes les positions au niveau de cheerleading, entre autres voltige. Ouais. Veux-tu m'expliquer le sentiment que tu as quand tu es sur le top d'une pyramide? C'est sûr que c'est quand même très spécial, mais en tant que gars, voltige surtout, c'est super stressant parce que faut pas que tu tombes. Parce qu'un gars dans une pyramide, il faut qu'il soit là, mettons. Il peut pas tomber. Super stressant, mais vraiment plaisant. Pour vrai, je suis quand même chanceux d'être un petit gars de petite taille avec un petit poids. Fait que ça amène une adrénaline un peu différente. Est-ce qu'il y a un sentiment de vulnérabilité ou de fierté quand tu es sur le top d'une pyramide? C'est un peu les deux parce que de fierté quand tu réussis, de vulnérabilité, oui, parce que faut pas que tu tombes, faut pas que, comme je te dis, un gars en cheer, il peut pas se permettre de tomber ces choses. Les gars ont un peu tout à prouver dans le monde du cheer. Fait que ouais. Puis surtout voltige, tu peux pas tomber. Fait que t'es à la fois vulnérable puis à la fois. C'est toi qui se mets cette pression-là ou c'est plus une. J'aurais tendance à dire qu'en général, tout le monde se met un peu cette pression-là, mais moi, personnellement, vu que j'ai fait un peu la job de voltige, je l'ai fait 1 an sur 20 ans de carrière, mais quand même, là, je me la suis mis beaucoup. Quand même. Est-ce que tu sais que c'est pas fréquent des hommes voltige en cheerleading? Est-ce que. Ouais, vas-y. Non, continue ta question. Il y a quand même pas souvent des hommes voltige en cheerleading. Est-ce qu'au niveau scolaire, ça commence à augmenter un peu plus? Est-ce que ça devient de plus en plus fréquent ou c'est toujours un peu marginal? Je pense que de plus en plus, on commence à en voir. C'est sûr qu'au scolaire, ce qui est très différent du côté civil, mettons, au scolaire, les garçons qui sont voltiges, c'est sûr qu'on va prendre les plus petits garçons qui ne peuvent malheureusement pas baser ou pas baquer. On va les mettre en haut, puis pour vrai, de plus en plus, on voit des garçons qui sont excellents comme voltige. Là. Puis c'est souvent les garçons qu'on va voir en plein milieu pendant les stunts ou en plein milieu pendant les pyramides, où c'est eux qui font des choses incroyables. Puis tant mieux, là, pour vrai, le cheer, ce n'est pas un sport de filles, et ça, je vais me battre corps et âme jusqu'à ma mort. Mais heureusement, on en voit de plus en plus, puis pas juste comme base, puis pas juste comme back, mais heureusement comme voltige. Là. Parce qu'ils sont excellents. Excellents. Puis toi, c'est quoi qui te fait triper dans le cheer? Honnêtement, la première chose qui me vient en tête, c'est je vais dire le sport d'équipe, mais là, beaucoup de sports vont rentrer là-dedans, mais c'est un sport de proximité, c'est un sport de confiance, c'est un sport
de cohésion, de si j'ai 24 athlètes dans mon équipe, il faut que les 24 soient constamment ensemble pour que ça fonctionne. Si j'en ai 23, ça marche pas. C'est ce qui rend la chose extrêmement merveilleuse. Des gens qui s'entraînent 3 fois par semaine, on crée des liens d'amitié, on crée des choses qui sont c'est à la limite indescriptible. Là. C'est bien spécial. Parce que, mettons, moi, je connais zéro le cheerleading. Il y a 24 athlètes en même temps sur le tapis, puis ils ont tous leur rôle à jouer. C'est quoi les différents rôles qu'il y a sur le tapis? Pour y aller simplement, en fait, tu as le rôle de base, tu as le rôle de back, fait que la personne qui base en arrière du stunt, puis tu as le rôle de voltige. Des bases, tu en as 2. Fait que tu en as minimum 4 par stunt, fait que les gens qui montent, etc. Ensuite, tu as les gymnastes, tu as les danseurs, tu as ceux qui excellent dans les sauts, tu as ceux qui excellent dans plusieurs domaines. Fait qu'il faut que tu essaies de faire une espèce de salade, d'amalgame de tout ça pour faire un show qui a de l'allure, qui dure 2 minutes et demie, d'aller chercher le maximum de points. Fait que c'est un peu... C'est ça. C'est bien intéressant. Les gymnastes, c'est... Puis les sauts, c'est quoi la différence entre les deux? Ben, les gymnastiques, dans le fond, t'as ceux qui font les enchaînements de gym, fait que les rondelles flick-back, tout ce que tu veux, là, les pirouettes. Les grandes roues? Ouais, c'est ça, les grandes roues, tout dépendant du niveau. Puis ensuite, ben, les sauts, dans le fond, c'est une séquence dans la routine où est-ce que les gens exécutent des sauts soit écarts, soit en carpé ou... puis ensuite, ouais, tu as les sections de stun, tu as les sections de pyramide, tu as les sections de les transitions, l'introduction, la danse. Fait que ça inclut tout ça. Là. Puis, toi, comment tu as découvert ce sport-là? Est-ce que tu faisais d'autres sports avant puis tu as transitionné vers le cheerleading ou tu es rentré assez rapidement dans le cheerleading? Écoute, absolument pas. Mon histoire est aussi banale que de secondaire 1 à secondaire 4. J'ai des amis, des chums de filles au secondaire. À chaque année, ils voulaient absolument que je rentre dans leur équipe de cheer de l'école secondaire où j'allais. Puis finalement, en secondaire 5, j'ai fait comme, ben, OK, tu sais, je vais essayer. Puis j'en suis jamais ressorti. Mais pour vrai, j'ai beaucoup fait de la danse, un peu gymnastique de façon amateur quand j'étais plus jeune. Fait que, ouais, secondaire 5, j'ai décidé d'embarquer, d'essayer. Puis c'est ça, je suis encore là. T'arrives-tu d'une famille de sportifs ou il a fallu que tu prennes ça un peu de ton propre gré? Non, c'était vraiment de mon propre ressort. Là. On n'est pas tant sportif chez nous. Puis peut-être plus un peu du côté artistique, mais pas du côté de la danse, gymnastique, quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir, mais vraiment de mon propre gré. Là. J'ai souvent, tu sais, très jeune, là, la danse, comme je te disais tantôt, la gymnastique et tout, quelque chose qui m'a toujours un peu attiré. Mais ouais. Là, t'as comme pu mettre la danse, la gymnastique, tout ça ensemble. Mais c'est ce qui est aussi merveilleux dans ce sport-là, c'est que tu t'intègres tellement de choses en même temps. La danse, la gymnastique, l'acrobatie, le sport d'équipe, etc. Fait que c'est vraiment quelque chose qui englobe et qui va rechercher beaucoup de choses que les jeunes recherchent dans le sport. Fait que c'est entre autres pour ça que le sport devient de plus en plus populaire. Dans une vidéo, tu as mentionné que tu trouvais que le cheerleading évoluait rapidement. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Le cheer au Québec évolue extrêmement rapidement sur énormément de points. Là. C'est un sport encore un peu méconnu pour un certain pourcentage de personnes, puis heureusement, de plus en plus de gens le reconnaissent. Mais ça évolue beaucoup sur plusieurs aspects, dans le sens que premièrement, on est fédéré au Québec, heureusement. On est fédéré au Canada, doublement heureusement. Mais
Le cheer étant que il y a beaucoup d'entreprises privées et beaucoup d'OBNL. Ben, il y a des OBNL et des entreprises privées qui partent des clubs de cheer, dans le sens que nous, on n'est pas, contrairement à d'autres sports, mettons le volleyball, le basketball, le hockey, on n'est pas géré par les villes. On n'est pas, on n'est pas, on n'appelle pas la ville pour dire on a besoin d'un espace pour s'entraîner ou que ce soit. C'est vraiment des gyms indépendants qui s'ouvrent. Fait que c'est des business. Fait que le cheer évolue au même rythme que les business. Dans le sens qu'on veut faire de l'argent, on veut. Ça rend ça un peu particulier de notre côté. Mais ça va vite aussi parce qu'on essaye de suivre les Américains, qui sont extrêmement doués en cheer. Le Canada, pas loin derrière, peut-être deuxième. Mais on essaie de suivre ça. Aux États-Unis, une mentalité complètement différente. Mais on essaie de suivre ça. Ce qui fait que nous, au Canada, faut que ça gaule. C'est différent aux États-Unis parce que c'est plus incorporé au niveau scolaire ou c'est plus puissant au niveau civil? Les deux, en fait, parce que les jeunes athlètes essayent de se démarquer au civil pour se faire recruter au scolaire. Pour université, bourse. Des bourses. Exactement. Ce qui nous est... C'est un peu ça, mais nous, on essaie de plus se faire remarquer au civil qu'au scolaire. Puis, toi, tu as mentionné que tu es coach, ou comme tu as mentionné étant propriétaire. Tu as été athlète, ensuite tu es devenu coach depuis 2007. Et là, maintenant, il y a le club Fame que tu es propriétaire, cofondateur. Yes. C'est venu comment cette idée-là de partir un club de cheerleading? C'est-tu une histoire de brosse avec ton ami, puis let's go, on s'ouvre un gym? En fait, j'ai beaucoup navigué athlète, coach à travers les années depuis 2007. J'ai fait mes premiers championnats du monde en 2012. Donc, à partir de 2012-2013, même 2014, là, beaucoup de choses ont évolué. Fait que j'ai beaucoup navigué en athlète, coach. Puis ensuite, c'est sûr que la pandémie a changé beaucoup de choses. On a eu un temps d'arrêt. Fait qu'il y a un temps de se remettre en question, de s'arrêter, parce que le cheer, veut pas, ça prend énormément de temps, que tu sois coach, que tu sois athlète ou quoi que ce soit. On a eu le temps de s'arrêter, de réfléchir, et puis là est venue l'idée de pourquoi on partirait pas nos choses à nous, notre vision, nos valeurs, notre façon de faire, puis on a parti nos choses comme on le voyait. Puis ça fonctionne bien, pour vrai, on est content, puis une belle maison pour nos athlètes. C'est quoi vos valeurs chez Fame? La sécurité, l'engagement, l'amour pour le sport, l'entraide, la famille. C'est ça. C'est pas compliqué chez nous. Mais un gym, là, tantôt on parlait de pyramide, ça monte quand même haut. C'est pas dans n'importe quel local. Est-ce que vous faites ça dans une école d'une école quelconque ou vous avez vraiment un endroit spécifique à vous? Nous, on est propriétaire de notre gym à nous. En fait, on a un local où est-ce qu'on s'entraîne à 100% du temps. Ouais, c'est 23 pieds de plafond, puis c'est 6000 pieds carrés de gymnase. Puis là, y avait-tu juste toi et ta cofondatrice? Comment vous avez parti ça, là, concrètement? Là, vous êtes arrivé, vous avez ouvert le club, puis ensuite vous avez trouvé le local, puis ensuite vous avez parti le club. Comment vous avez fait ça? Au début, on est allé un peu plus sécuritaire, là. En fait, on a parti notre club. On louait dans un autre gym de la région ici, des heures d'entraînement où est-ce que nous, on allait s'entraîner. Puis ensuite, une fois qu'on pensait qu'on savait qu'on avait les reins assez solides, là, on a décidé d'ouvrir notre propre gym. Fait qu'on a fait des recherches pour trouver un local, puis d'acheter nos propres équipements, puis de s'installer là, officiellement dans nos locaux. Puis vous avez fondé le club en 2020.
21-22? Ouais, on a parti le club en 2021, fait que tout près vers la fin de la pandémie. Puis ensuite, ouais, c'est ça. On a ouvert nos locaux en 2022-2023, si je ne me trompe pas. 2023. À Québec? Dans quel coin à Québec? On est à Duberger, fait que dans le coin, ouais, sur le boulevard Amel à Duberger. T'as une drôle d'anecdote à propos des Worlds que tu as mentionné à partir de 2012 que tu as commencé. Il y a eu un World à Laval, puis entre le jour 1 et le jour 2, il y a eu une situation que vous avez dû en faire une partie de la chorégraphie. Ouais. C'est quoi qui s'est passé dans la journée 1, puis pourquoi vous avez décidé de faire un changement de chorégraphie entre la journée 1 et la journée 2? En fait, ce qui arrive à cet événement précis, qui est la compétition Kicks Graduation, qui est le dernier événement qui te donne accès pour recevoir ton invitation pour les championnats du monde. Fait que si tu l'as pas là, tu l'as pas. Fait que tu y vas pas. Donc, entre le jour 1, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour gagner ton invitation pour les championnats du monde, il y a 2 passages dans les compétitions. Fait que tu passes 2 fois. Fait que tu as les jours 1 puis le jour 2. Puis le jour 1, après le jour 1, tu reçois ta feuille de juge. Puis là, il y a des commentaires, puis il y a des pointages. Puis là, tu reçois le ranking aussi de toutes les équipes qui veulent des invitations. Et là, tu décides ce qui fonctionne pas. Puis là, en tant que coach, ben, faut que tu prennes des décisions. Fait que soit que tu y vas all-in ou tu y vas plus safe. Fait que cette année-là, on a décidé d'aller all-in et on a refait une pyramide au complet. Il faisait moins 40 et on a fait ça dans le stationnement du Carrefour Laval à Montréal. Tout le monde avait leur manteau sur le dos, puis... On avait les manteaux, il faisait tellement fret, là. Mais pour vrai, ça a été... c'est un beau souvenir parce que, je veux dire, à quel point tu as souffert pour avoir ce que tu veux, là. Ça a quand même fonctionné, mais ouais, c'est... Fait que, Est-ce que tu vous êtes changes ça en qualifié fonction de ce que les juges disent, de ce que les juges ont écrit. C'est ça, tu refais tes choses. Est-ce que vous êtes qualifié après la journée 2? Oh oui. Oui, parce que sinon, j'en aurais jamais parlé, là, parce que j'aurais pas été aussi fier. Puis là, quand tu parles d'une pyramide, moi j'ai en tête comme 2-3 pyramides, où c'est la grosse pyramide de la fin, où c'est que comme les 24 sont quasiment dedans, puis c'est la grosse affaire. Ben, en fait, quand tu parles en monde de cheer, une pyramide, c'est 2 stuns, donc 2 voltiges qui se connectent dans les airs. Fait que si tu en as un minimum 2 qui se connectent, c'est considéré comme une pyramide. Mais dans le langage de tout le monde, la pyramide, ça peut être tout le monde est inclus dans cette section-là. Ça vous a pris combien de temps d'ailleurs à refaire ça? Oh, au moins une bonne heure, certain. Là. Mais je te dis, je rappelle, il faisait tellement froid. Puis, c'est-tu le positionnement complètement, la pyramide que vous avez changé de A à Z? Ah, on a changé beaucoup de figures, on a changé des comptes, on a ajouté des choses, on a enlevé des choses. Pour vrai, c'était une toute nouvelle pyramide. Là. Il y a personne qui pouvait dire comme « Ah, ils ont modifié certaines choses. » Non, c'était complètement nouveau. Là. On a refait au complet. Parce que la journée 1 puis la journée 2, vous êtes supposé faire la même chose ou vous avez 2 chorégraphies? Non, tu as le droit de changer. OK. Tu as le droit de changer parce que à la toute fin, quand ils vont donner leur invitation puis quand tu vas avoir ton classement, c'est le cumulatif des 2. Fait qu'ils vont faire comme un... Tout dépendant des compétitions, il y a des compétitions que c'est 30%, 70%, 40, 60 ou 50, 50. Puis après ça, c'est un cumulatif. Puis ils vont remettre les invitations en fonction de ce qu'ils ont vu. On en parlait la dernière fois. Le cheerleading, c'est un sport coté pour les athlètes à partir d'un certain âge. Pour les athlètes là, qui débutent, là, je vais inscrire ma fille, elle a 4 ans au cheerleading. Est-ce que son côté, comment ça fonctionne le jugement? Tu parles au niveau compétitif? Compétitif, récréatif. Ma fille a 4 ans, je l'inscris chez Fame. Elle a une compétition. Ça va se dérouler comment? En fait, une chose que
une chose qui est vraiment super bien faite avec la fédération à laquelle on est, c'est que à un certain âge, mettons 4 ans, 5 ans, il y a un excellent processus dans le sens que si, mettons, dans les âges que tu m'as donnés, on est compétitif. Quand l'équipe va passer sur le tapis, il n'y aura pas de classement. Dans le sens que on vise beaucoup la performance, le positif, etc. Fait qu'à cet âge-là, on n'ira pas dire voici le premier, le deuxième, le troisième et tu es dernier, mettons. Fait que oui, tu vas avoir des feuilles de juge, il va y avoir des notes qui vont être données, mais il n'y aura pas de classement. Fait que au public, parce que le cheer, il ne faut pas oublier, c'est un sport de spectacle. Fait que pour les yeux du public, il n'y aura pas de classement premier, deuxième, troisième dans beaucoup de catégories à cet âge-là. Pourquoi? Parce qu'on veut pas faire vivre l'échec, on veut faire vivre la performance, le positif, etc. Fait que c'est ce qui est vraiment bien fait au niveau des jeunes athlètes, là. Fait qu'on parle de U6, U8, U12. Donc, si mon enfant a 12 ans et moins à une compétition, elle ne sera jamais classée au niveau civil compétitif ou c'est aussi la même chose au niveau scolaire? En fait, ça dépend. Au niveau civil, c'est un peu le club qui décide s'il met compétitif ou ce qu'on appelle novice ou initiation dans notre milieu. Ce qu'on essaye de promouvoir, en fait, c'est le côté performance, le côté positif de tout ça. On veut pas nécessairement que les jeunes, très jeunes athlètes vivent je veux pas dire l'échec, mais le classement de 1, 2, 3, il y a un premier, il y a un dernier, ou quoi que ce soit. Fait que beaucoup pour les plus jeunes, ce qu'on va chercher, c'est plus c'est ça, le côté positif, le côté performance, euh, tout ça. Au niveau scolaire, c'est un peu différent parce que au primaire, au secondaire, c'est sûr que c'est souvent plus compétitif ou quoi que ce soit, mais ouais. Puis après ça, à partir de 12 ans, est-ce qu'il y a encore la partie plus initiation pré-novice ou ça devient tout le temps coté avec un classement? Tu peux avoir le côté novice initiation, mais à partir de U12, U16, là, on est vraiment dans le compétitif, là. Puis c'est beaucoup aussi ce que les jeunes vont rechercher à cet âge-là, d'être dans le compétitif directement, là. Puis là, au civil, il y a à peu près combien de clubs dans. Est-ce que c'est un régional, puis après ça, c'est un provincial? Oui et non. Dans le fond, OK. ouais, je te rappelle qu'on est fédéré, fait que c'est sûr que au niveau des compétitions qui sont fédérées via Cheer Québec, oui, il y a les championnats régionaux et le championnat provincial. Donc, il faut que tu te classes aux régionaux pour aller aux provinciaux. Ce qui rend la chose très intéressante aussi, puis c'est un peu en lien avec ce que je disais tout à l'heure, c'est que il y a dans le monde du cheer, il y a beaucoup d'entreprises privées et les organisateurs d'événements, donc les compétitions, sont aussi à 70% des entreprises privées. Donc, le choix de compétition ne dépend pas du classement d'une autre compétition, mettons. Fait que tu choisis les événements que tu fais, tu t'inscris, tu y vas, et that's it. Une saison de cheer de compétition, c'est à peu près combien de compés? Je te dirais en moyenne, les clubs vont faire entre 5 et 6, maximum 7 compétitions par année, à peu près. Incluant régionaux, provinciaux et nationaux? Et Exact. World? Ouais. Fait qu'ils sont en fait 3-4 de préparation. À peu près, ouais. Après ça, 3, tu te 4, lances dessus. 5. Gros maximum 5 compétitions, puis après ça, ouais. Ton ultime compétition qui détermine la fin de ta saison. Puis la saison, c'est relié avec le scolaire, dans le fond, septembre à avril, mai, juin. De plus en plus, les clubs civils vont commencer leur saison d'entraînement juin, début juillet, pour OK. ensuite terminer là, dans le coin d'avril, là, les championnats du monde fin avril, nationaux début avril. Fait que c'est pas mal terminé à ce moment-là, là. OK, c'est à l'année, puis avec le mois de mai de congé. Ouais, exact. Ben, mois de mai de congé.
Congé, on parle de classement, on parle de... Souvent, les clubs vont faire des camps de spécialisation, etc. Donc, on n'arrête pas vraiment de s'entraîner ou de coacher. Au niveau des athlètes, ils prennent pas de pause au courant de l'année? Y a-t-il des moments un peu plus calmes? Ben, idéalement pas. Je te dirais que la période la plus calme, peut-être un peu la période estivale, dans le sens que souvent les clubs, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont, comme nous, on a un peu un horaire allégé, là. Fait que la fin de semaine, l'été, on n'a pas de cours, c'est plus les soirs de semaine. Puis ensuite, la période des fêtes, fait qu'un maximum 2 semaines et demie de pause, mais sinon, on n'arrête pas. Est-ce qu'il y a de l'entraînement supplémentaire en dehors du gym? De la course, du conditionnement physique? C'est c'est sûr dans le meilleur des mondes, on va encourager l'activité physique, peu importe ce qu'il est, en dehors des heures de cheer. Beaucoup, ce qu'on va faire aussi, ce qu'on appelle des open gym. Donc, les clubs vont ouvrir c'est un peu comme des portes ouvertes. Fait que c'est une session de 2 heures, 3 heures dans la semaine où est-ce que le gym va accueillir les athlètes pour venir s'entraîner de façon libre avec un entraîneur qui va superviser un peu l'entraînement. Mais c'est sûr que tous les sports sont encouragés en dehors de ça. Est-ce qu'il faut éviter les blessures? Absolument. Parce que le cheer, c'est quand même un sport qui est réputé pour être extrêmement blessant, peu importe la position que tu as. Mais oui, c'est sûr que les activités physiques... À cause des stunts que tu parlais? Les stunts, la gym, peu importe. Ouais. On gère beaucoup de blessures au courant d'une saison. Pour ceux qui savent pas trop c'est quoi un stunt, c'est quand les filles sont lancées, les filles ou les gars, les voltiges sont lancés dans les airs. Ouais. Puis là, ben, il faut quelqu'un qui les rattrape. Exactement. Fait qu'il faut qu'ils soient, oui, maintenus dans les airs ou rattrapés. Donc, ouais, c'est ça un stunt. Une cascade en français. C'est là que des fois, il y a des contacts ou des chutes malheureuses qui peuvent causer des blessures. C'est ça que tu mentionnais. Ouais, exactement. Fait que oui, beaucoup de blessures, beaucoup de commotions cérébrales aussi, des coups sur la tête, tout dépendant de comment que la voltige peut tomber ou la base peut réceptionner sa voltige. Ouais. C'est quoi qui fait une bonne athlète de cheer? Hey, c'est un ensemble de tellement de choses. La discipline, la présence, je dirais, la mise en forme. Oui, la mise en forme, mais une bonne athlète de cheer, c'est une athlète qui peut à la fois performer, à la fois elle est constamment présente au gym, elle est motivante, elle est entraînante, elle est positive. Peu importe la position qu'on va lui donner, elle va être positive, elle va l'accepter, elle va dire oui. C'est comme dans tous les sports, en fait. Hein? Puis, une chose que j'avais oublié de mentionner plus tôt, je trouve la différence avec le hockey, par exemple, ou le soccer. En cheer, vous avez une équipe de 24. Les 24 sont sur le terrain en même temps. Au football, ils sont 11, 12, tout dépend du type de football. Mais c'est une équipe de 60, mais ils sont 10 ou 12 en même temps sur le terrain. Le hockey, sont 20, 24, 21. Ils sont 5, 6 en comptant le goaler, ça glace en même temps. Vous, c'est tout le monde en même temps. C'est tout le monde en même temps, puis je te dirais, encore une fois, il y a un peu deux façons de voir la chose, là. Dans le cheer, il y a des petits clubs, puis il y a des gros clubs. Les petits clubs, si tu as 24 personnes dans ton équipe, tu as 24 personnes sur le tapis. Il y a des gros clubs qui vont se permettre de dire, OK, je vais mettre 24 personnes sur le tapis, mais j'en ai 30. OK. Fait que c'est un peu, c'est deux façons un peu de voir la chose. Puis en tant que propriétaire, comment vous faites pour créer cette chimie d'équipe-là? Mettre en place une certaine chimie d'équipe pour que les 24 s'entendent super bien puis performent toutes
en même temps, au même moment? C'est beaucoup d'activités d'équipe, c'est beaucoup du team bonding, c'est du... mais tu sais, je veux dire, en même temps aussi, tu vois rapidement... Tu sais, le cheer, ça reste quand même aussi un sport de contact où est-ce que les gens sont physiquement très proches. Donc, c'est une synergie qui va se créer d'elle-même, là. Mais oui, c'est beaucoup de la confiance, c'est beaucoup des activités. On va faire des entraînements sous forme de jeu, sous forme de développement positif. T'essaies de jouer dans plusieurs sphères, en fait, là, puis c'est ce qui rend ça super intéressant aussi à coacher, là, en tant qu'entraîneur. Là, il n'y a pas de limite, en fait. Les Worlds, là. Moi, j'ai eu des amis qui ont fait du cheer en masse. Tu m'en as parlé à plusieurs reprises. C'est quoi les Worlds? Je pense que c'est aux États-Unis. Ça a l'air d'être pas un gros party, mais ça a l'air d'être une super grosse compétition avec des milliers de jeunes athlètes de tous les âges, des jeunes, des moins jeunes, qui vont compétir. Peux-tu me parler comment ça se passe, là? Let's go, là. C'est quoi un World de cheer? Ben, les Worlds, en fait, c'est le party ever, là. C'est nos Jeux olympiques, là. Les Worlds, là, c'est à Walt Disney en Floride. Il fait beau, il fait chaud. T'es à Walt Disney, c'est le summum de ce que tu peux aller en cheer, genre all around the world, là. Les Worlds, c'est insane, là. C'est au ESPN Center, là. Ça n'a pas rapport, là. C'est huge, là. Il y a des athlètes de partout dans le monde. Il y a du monde qui font du cheer partout. Euh, c'est ça. C'est nos Olympiques, en fait, là. C'est vraiment, c'est le summum de nous où est-ce qu'on peut aller dans notre sport, là, en ce moment. Puis, au niveau, tantôt, tu mentionnais que les États-Unis étaient quand même forts, puis le Canada aussi. C'est quoi les autres pays qui se démarquent dans le monde? Ben là, je parle plus du côté personnel. En fait, l'Angleterre ont quand même des bonnes équipes. De plus en plus, on remarque l'Australie aussi. Il y a vraiment des bons clubs. L'Allemagne, pour vrai, ça se développe là. Puis c'est ce qui rend un peu ça intéressant parce que par expérience, dans les années passées, c'est beaucoup Canada, États-Unis. Hein, fait on se suit tout le temps. Puis après ça, il y a les autres pays ou les autres clubs en dessous, mais de plus en plus, ouais, il y a beaucoup de pays qui se démarquent. C'est super intéressant de voir l'évolution de tout ça, puis on se rencontre tous en même place, puis après ça, comme le meilleur gagne, là, c'est cool. Là. Est-ce que tu vois des différences culturelles qui pourraient se répertorier dans les chorégraphies? Est-ce qu'il y a de la nouveauté qui arrive avec ces nouveaux pays-là? Euh, oui, il y a quand même beaucoup de différences, puis par expérience, j'ai déjà travaillé beaucoup avec des clubs en France. Euh, la, la mentalité France-Québec avec le cheer est complètement différente, là, dans le sens que je te donne un exemple. Là, puis là, euh, en France, le cheer est géré par la 3FA, qui est la Fédération française de football américain. Et encore aujourd'hui, en 2025, c'est ça. Fait que ça donne une idée de comme à quel point en Europe ou en France on peut être en arrière là, de ce qu'on vit ici au Québec ou au Canada. Fait que ouais, tu sais, ça donne un peu une idée où est-ce que la mentalité est rendue là, dans certains endroits. Euh, Heureusement, il y a la compétition, parce que pendant les Worlds, ce qu'il faut savoir, c'est il y a une autre compétition qui se déroule le même week-end qui est ICU, fait que c'est le International Cheer Union, qui représente en fait les pays à la même compétition. Fait que tu as Team Canada, Team USA, Team France, Team England, etc. Donc, les équipes officielles de chaque pays. Et cette compétition-là a décidé de faire la compétition sur un sol neutre. Ce qui veut dire que au civil, donc là je parle des World, de Cheer All-Star, nous on travaille sur un spring floor, donc un tapis avec des ressorts en dessous. Et le ICU ont décidé que vu que c'est pas tous les pays qui ont les moyens de travailler sur ces sols-là, donc nous on est seulement sur des tapis. Donc il n'y a pas de spring floor, il n'y a pas un tapis, tout le monde est là-dessus. Fait que même les équipes canadiennes, américaines se retrouvent sur des tapis qui n'ont pas de ressort. Donc tout le monde au même niveau.
Donc, ouais. Moi, la seule chose que je connais, c'est les tapis de chair de l'école secondaire. Est-ce que ça, c'est des tapis avec des ressorts ou c'est quelque chose de complètement différent que j'ai très fortement jamais vu? En fait, c'est un tapis de 2 pouces d'épais sur lequel dans le fond, tu as des planches de bois avec des ressorts. Fait que c'est 54 pieds par 42 pieds de ressorts, de planches de bois avec des ressorts, puis là-dessus, on met un tapis par-dessus. Fait que ça, c'est vraiment du côté All-Star, mais du côté ICU, tu as juste le tapis. OK. Fait que des springs, ça doit jumper pas mal. Les springs, ça jump, fait que ça te prend des bons gymnastes pour faire de la gym sur pas de ressort. Mais ils font des stunts, des pyramides sur un tapis avec des ressorts. En fait, le tapis à ressort va être beaucoup plus aidant sur la gymnastique et les sauts, mais pas sur les stunts. Dans le fond, quand tu marches dessus, tu le sens pas, mais si mettons, tu essaies de sauter dessus, là, tu vas jumper un peu plus. Exactement, ouais. OK? OK, tu marches, puis à un moment donné, poup, Ouais. puis... Si tu cours, tu te mets à courir un petit peu plus vite. Hey, ça doit être drôle, on m'a dit, la première fois que tu es sur un tapis. T'en as-tu de même au gym? Oui, ouais, nous, on a un salle de compétition dans le gym. On s'arrangera. Tu viendras essayer. Ouais, je viendrai essayer. Je serais peut-être plus base du back. Avec mes petits bras. T'as fait combien de World? Écoute, j'ai commencé mes premiers Worlds en 2012, puis là, on est en 2025. Fait que, excluant les années de pandémie. Fait que 11 ans, 12 ans, 2012, 2025, moins 2. 11-12 ans, ouais. Ouais, 11-12 ans. Y allez-vous cette année? Cette année, on ne va pas au championnat du monde, mais on va à la compétition Summit, qui est c'est un peu la même chose, mais c'est pour les équipes plus jeunes, des niveaux plus bas. Donc, les championnats du monde, c'est réservé pour au cheer, on a 7 niveaux, donc niveau 1 à 7. Les championnats du monde, c'est niveau 5, 6 et 7. Et les summits, c'est pour les niveaux plus bas, donc de 1 à 4. Puis, y a-t-il une catégorie d'âge d'un niveau ou c'est juste comme, mettons, Bam-Tam, C, B, A, puis c'est comme U. Tantôt, tu parlais U12. Ben, t'as U12-1, U12-2, U12-3 jusqu'à 7, dans le fond. Oui, dans le fond, pour le Canada, pour les championnats du monde, donc c'est à partir de U18, donc 14-18 ans en montant, fait que U18 Open en montant, niveau 5, 6 et 7. Et pour les summits, donc on parle de plus jeunes jusqu'à U18. OK. Malgré que c'est quand même un bel événement, les Worlds, le World de 2023 a été spécial pour toi, peut-être pas dans le bon sens. Tu as vécu le décès de ton père pendant les Worlds. Tu étais entraîneur à ce moment-là. Qu'est-ce que tu as fait pour garder le focus et accompagner tes athlètes? Malheureusement, je n'ai pas pu garder le focus pour mes athlètes parce que j'ai dû quitter. euh, j'ai dû quitter la Floride pour revenir à la maison parce que mon père a été hospitalisé. Euh, pour vrai, j'ai malheureusement dû tirer la plug là-dessus parce que je devais passer les derniers moments avec mon père qui est parti. Quand je suis revenu de la Floride, il est parti une semaine après. Mais j'avais des entraîneurs sur place. Je leur ai donné toute ma confiance, puis gérer les athlètes parce que moi, j'ai dû partir, c'est ça. Mais ouais, j'ai pas pu supporter l'équipe malheureusement. On parle souvent de la santé mentale chez l'athlète au niveau de la performance, se concentrer. Ça touche aussi les entraîneurs. Ben absolument. Absolument. De- Bien au-delà des athlètes, ça touche, je pense, en premier les entraîneurs. Je veux dire, faut que tu sois pour enseigner le maximum de positif
et de tout ce que tu peux tirer de ton sport à tes athlètes, il faut que tu sois mentalement prêt et disposé à le faire. Je pense que c'est une clé qu'on doit avoir dans nos poches parce que sinon, ça fonctionne pas. Là. Puis en tant qu'entraîneur, tu avais tout mis en place pour s'il y avait quelque chose qui arrivait. Tu pouvais être pas remplacé, mais je peux pas supporté dire par que la bonne équipe. moi, j'avais tout mis en place pour que ça arrive, mais je pense que j'avais heureusement tous les outils. On avait tous les outils en poche pour que si je devais me retirer. Mais je veux dire, en même temps, quand un événement comme ça arrive, je veux dire, tu te poses pas la question, là, c'est quoi le plus important? Tu sais, je veux dire, euh, il nous restait heureusement du temps pour adapter les choses si je devais quitter, ce qu'on a pris, parce que ce qui était plus important, c'est que j'avais passé les derniers moments avec mon père. Donc, ouais, heureusement, on avait à ce moment-là tous les outils nécessaires pour faire du mieux qu'on pouvait. Puis comme je te dis, rendu là, la question se pose pas. Là. Quand un événement comme ça arrive, ça arrive. Je veux dire, on a eu l'exemple aussi avec Joanie Rochette à nos Olympiques à Vancouver. Ben, elle, c'est un peu différent dans le sens que sa famille était présente à Vancouver, mais ouais, tu te poses pas la question, là, c'est ça puis c'est ça. Elle a décidé de performer, moi j'ai décidé que je devais quitter. Et voilà. Est-ce que tu penses que cette situation-là va te permettre de mieux accompagner tes athlètes si une de tes athlètes ou un de tes athlètes vit cette situation-là? Ah oui, absolument. J'ai plus appris en 1 an depuis le décès de mon père en tant qu'entraîneur que depuis les 15 dernières années. Là. Dans le sens que la façon de comprendre la situation familiale de mes athlètes, que ce soit une grand-mère qui va décéder, que ce soit mon père rentre à l'hôpital, que ce soit, tu sais, je suis rendu tellement plus sensible envers ça. Puis maintenant, je peux comprendre aussi, tu sais, quand ils viennent me voir ou quand les parents viennent me voir pour me dire, bon, ben, il se passe telle chose. Euh, c'est important, tu sais. Je trouve tellement que le sport, puis peu importe le sport, c'est une merveilleuse coalition justement de l'entraînement puis de la vie, tu sais. T'essayes de faire, tu sais, c'est l'école, c'est le sport, c'est la famille, c'est tout ça, tu sais. Fait que t'essaies de tricoter quelque chose qui fait du sens pour toi, puis faut que tu accompagnes tes gens là-dedans. Là. C'est ce qui rend ça tellement merveilleux. Puis ouais, jamais je vais empêcher quelqu'un de vivre une expérience familiale importante. Parce que ouais, j'aurais pu manquer tellement de choses. Pour vrai, si j'étais resté là-bas, là, je manquais la fin de la vie de mon père. C'était ça. Fait que ouais. Sans le cacher à personne, t'es mon barbier. T'es un barbier dans la vie, t'es aussi dans ton day-to-day. T'es pas juste coach. Ça, j'ai eu cette phrase-là, mais t'es pas un coach à temps plein. T'es barbier dans la vie. Quelle leçon t'as appris de ton parcours de cheerleading que tu as pu ramener dans ta vie quotidienne et professionnelle? Pour vrai, j'ai appris tellement du côté humain. Euh, autant de mes athlètes que des parents, que de mes, que de mes collègues coachs, de mes anciens propriétaires de clubs pour lesquels j'ai travaillé ou quoi que ce soit. Euh, ouais, ça m'a vraiment amené à... Je me suis posé beaucoup de questions, je me suis remis beaucoup moi-même en question. Puis c'est sûr que mon métier de barbier me permet aujourd'hui de conjuguer justement le fait que je suis propriétaire de gym, que je suis entraîneur. Barbier, je suis travailleur autonome, donc je peux vraiment tout adapter en fonction. Puis depuis que je suis barbier, depuis que je suis travailleur autonome,
tout va tellement bien, c'est ça, je peux me consacrer dans toutes mes sphères, mettre tout mon cœur, mon âme là-dedans, puis pour vrai, c'est vraiment du côté humain, le sport m'apporte beaucoup, 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 beaucoup plus que le côté physique, puis la forme, puis le, le sport, puis la mise en forme, tout ça, là, ouais. Si on demande à Félix de 16 ans qui rentre en secondaire 5 puis qui décide de se laisser convaincre après 4 ans par ses chums de filles de s'inscrire au chair, est-ce que tu aurais pensé un jour devenir propriétaire d'une équipe et d'un gym de chair? Jamais dans 100 ans. Puis même mes chums de filles qui m'ont emmené là-dedans, avec qui je suis toujours ami aujourd'hui, ils sont comme à quel point on pensait pas que genre te rentrer dans le cheer puis qu'aujourd'hui j'aurais un club puis j'aurais mon entreprise puis j'aurais pas vrai non là. Tu sais je veux dire ça c'est un running gag aussi de la majorité des gens avec que j'ai coaché ou que je coach encore. En 2012, là je le dis, en 2012, j'ai fait mes premiers championnats du monde et c'était ma dernière année. Donc à chaque année, c'est tout le temps ma dernière année, puis je reviens tout le temps. Fait que ouais, c'est pas vrai, jamais j'aurais pensé faire tout ça. Là. Jamais. En date d'aujourd'hui, avec tes 13 ans derrière la cravate d'habits de compétition et de coaching de cheerleading, est-ce que tu es fier de ce que tu as accompli? Ben, oui, je ne peux qu'être fier de tout ce que j'ai fait, de tout ce que j'ai enseigné, de tout ce que j'ai appris à travers tout ce qui est arrivé. C'est pas juste du beau, tu sais, je veux dire, peu importe le nombre de médailles que tu as au cou, le nombre de trophées que tu as ramenés, c'est pas juste beau tout ça. C'est beaucoup de. C'est du travail, c'est de l'effort, c'est du sang, c'est de la sueur, c'est le nombre de soirées que j'ai perdu, ben, que j'ai perdu, pas que j'ai perdu, que j'ai investi, mais le nombre de soirées que tu mets dans ton entraînement à t'entraîner, même si ça te tente pas, c'est l'hiver, il fait tempête, tu files pas, t'es malade, ben, faut que tu y ailles. Fait que mais oui, je suis fier, c'est sûr. Et je regrette absolument rien des choix que j'ai faits, du parcours que j'ai eu. Euh, Est-ce que j'aurais pu faire des choix plus, je dirais pas meilleurs, mais est-ce que j'aurais pu faire des choix différents? Absolument. Absolument. Est-ce que je regrette de pas les avoir pris? Absolument pas. Absolument pas. Si j'avais pris des chemins différents, je serais probablement pas propriétaire de mon club aujourd'hui, puis j'aurais pas mes athlètes, j'aurais pas mes équipes, j'aurais pas mes couleurs, tout ça. Fait que, ça aurait pu être bien différent. Mais je regrette absolument pas. Il y a une chose que des fois on oublie. On voit souvent les beaux côtés. Je pense à la pub de Nike, si je ne me trompe pas, avec Michael Jordan, qui dit j'ai manqué 3000 lancers, j'ai gagné, j'ai manqué 98 points gagnants. Moi, j'ai perdu une médaille de bronze par 34 secondes en me plantant à 3 mètres de la ligne d'arrivée. Quand le monde me parle Hey Félix, tu sais, quand tu étais biathlète, puis tu as manqué la médaille de bronze par 4 secondes, parce que il n'y a personne qui me dit ça. Mais je te confirme qu'à la fin, c'était tough. Tu sais, il y a sûrement toi, au niveau de tes performances, au nombre de Worlds que tu as fait, que tu as dû. Ah merde, on a manqué une affaire qu'on a toujours réussi, ça nous a coûté des points, puis que finalement, on n'a pas de médaille pour ça. Ces éléments-là, des fois, on s'égarde pour soi, puis des fois, on garde le boulet, puis on le traîne, ce poids-là. Il n'y a jamais personne qui s'en rend compte et qui nous en reparle quand même. Là. Absolument. C'est ça qui est bon. Mais oui, Une dernière question. Ouais, vas-y. l'année passée, j'ai une équipe qui a manqué la première place à 0,01 point. Tu sais, nous, c'est scoré en plus, tu sais, donc c'est pire. J'ai déjà manqué de passer en finale par ça, là, un cheveu, tu sais. J'aurais pu passer en finale au World, mais finalement, on n'est pas allé. Ah oui, tu le vis, l'échec aussi, là. Tu sais, une phrase que je dis tout le temps à chaque année à toutes mes équipes, tu sais, moi, dans la vie,
soit que tu gagnes ou soit que tu apprends. Jamais, 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 je vais dire, ils sont arrivés derniers, ils ont perdu. T'as pas perdu, t'as appris. T'as appris parce que tu sais pourquoi t'as perdu. Est-ce que tu aurais pu faire ça de mieux? Est-ce que vous savez ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Mais soit que tu gagnes ou soit que tu apprends. Fait que dans les deux cas, t'es gagnant. Puis ça, c'est super important chez nous. C'est une mentalité que je lâcherai jamais. Au-delà de cheers, c'est une business, nanana, c'est ça qui est important. Fait que, tu sais, ça prend un premier, ça prend un dernier, on est un sport jugé. C'est comme ça. Mais ouais. J'ai une dernière question pour toi. Vas-y. Ça veut dire quoi, être en santé? Être en santé, c'est juste... T'es-tu bien? Quand tu te lèves le matin, tu te sens-tu bien? Quand tu te couches le soir, t'es-tu tranquille? C'est ça, être en santé, dans le fond. Tu sais, t'as beau manger des milkshakes, t'as beau faire des shakes protéinés, t'as beau t'entraîner, mais si ça te lève le cœur d'y aller, pauvre toi. Ça se passe là, je pense. C'est vraiment, ça part de là. Après, le physique va y aller si là, t'es prêt, tu sais, mais moi, je pense que c'est ça. Faut que tu te lèves, t'es content, tu te couches, t'es content. Après ça, qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi, pour Fame, au courant des prochains mois? Écoute, ce qui s'en vient, ben là, on part en Floride pour les championnats Summit que je te parlais tantôt. Donc, on part dans 2 semaines. Qu'est-ce qui s'en vient? Ben après ça, on revient. C'est les classements pour la prochaine saison pour le compétitif. Puis, ben, on espère grossir, puis on espère continuer de faire ce qu'on fait de mieux. Chez nous, tout le monde est content, tout le monde est heureux. J'espère, en fait, parce que sinon, je peux pas. Mais ouais, c'est développer faire ma petite affaire. Tu sais, je veux pas être le plus gros club, le plus performant, le plus. Moi, je veux pas ça. Tu sais, je veux pas perdre mes valeurs, puis je veux pas. Je veux continuer de faire ce que je pense que je fais bien, puis après, il arrivera ce qui arrivera. Comment qu'on peut trouver le club Cheer Fame? Oui, donc Instagram, Fame Elite Cheer, sur Facebook aussi, puis www.fameelite.ca. Toutes les informations sont là, puis on rentre en classement mi-mai, hein, donc du 18 au 21 mai pour les classements pour nos prochaines équipes compétitives. Puis pour les équipes, avez-vous des équipes récréatives aussi? Oui, on fait du récréatif. Récréatif, il n'y a pas de classement en tant que tel, là. On s'inscrit, puis on se présente, puis on participe aux activités. Donc, session d'automne, session d'hiver, session de printemps. L'été, en petite pause, c'est nos vacances aussi. Donc, pas de récréatif l'été. Mais dès l'automne 2025-2026, on est en 2025? 25. Oui, automne 2025, on reprend le récréatif. Puis si on veut te suivre, toi, sur les médias sociaux? Oui, Félix Boromboc, Gagnon Boromboc Québec sur Instagram. Puis vous allez avoir plein de vidéos de moi qui voltigent. Pour vrai, avec ça vaut fierté, vraiment la avec peine. fierté. C'est vraiment impressionnant pour vrai, là, moi j'appelle ça des one-men, ben des two-men, là. Un gars sur un autre gars. Oui, c'est ce qu'on appelle du co-ed en fait. Là. C'est un gars co-ed avec une voltige. Ouais. Puis moi je suis un fan de sport. Hein. J'aurais jamais pensé faire un podcast sur le cheerleading, mais je reçois des TikTok de cheer, où c'est qu'ils font des pyramides puis des co-ed. Puis moi, n'importe quel sport m'impressionne. Mais quand je vois faire ça, des fois, je suis comme son mon gars. Là. Ah, c'est cool, t'es fin. Ben, c'est un beau sport pour vrai. C'est la seule chose qui me garde en forme parce que moi, je suis pas un gars qui va au gym puis qui s'entraîne avec des poids. Puis, absolument pas. C'est la seule chose qui me garde en forme puis qui me garde actif. C'est bon. Un gros merci, Félix, d'avoir été là. Hey, merci à toi de m'avoir invité. C'est super cool. Merci de votre écoute et j'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si ce n'est pas déjà fait, aimez et commentez. Et pour plus de contenu, suivez-moi sur Facebook, Instagram et TikTok. À bientôt.